Bonsoir à tous, je suis très contente de vous retrouver dans ce nouveau voyage avec la littérature. Aujourd'hui, on va continuer la lecture du roman de Charles Dickens et Wilkie Collins, L'Abîme. En préparant cette émission, j'ai découvert quelque chose d'assez étonnant. En 2007, à Chatham, donc près de Londres, a ouvert le Dickens World Tour, donc c'est un parc d'attractions consacré entièrement à Charles Dickens, où on peut retrouver tous les personnages qu'il a créés, incarnés donc par des comédiens. Dites-moi si vous avez vu ce parc, si vous y êtes allé ou si vous en avez entendu parler à l'aide du hashtag VBN sur Facebook et sur Twitter. Mais reprenons tout de suite notre histoire. Je vous souhaite un agréable moment. Il poursuivit, alors que M. Obenreizer voyageait avec sa nièce. « Avec ça ?» dit Vandal. « La nièce d'Obenreizer ? En effet, je les ai rencontrés lors de mon dernier voyage en Suisse. Et j'ai voyagé quelque temps avec eux, puis je les ai quittés. Je les ai retrouvés encore 2 ans après, et à mon second voyage, je ne les ai jamais revus depuis. La nièce d'Obenreizer ? Après tout, c'est possible, mais continuons. Monsieur Obenreizer possède toute notre confiance et nous ne doutons pas un instant de l'estime que vous accorderez à son mérite. Et cela est dûment signé par la maison. Des Réfreniers ici. Bien, je me charge de voir sous peu Monsieur Obenreizer et de savoir qui il est. Eh bien, Waldine, voilà qui écarte toute conjecture au sujet du timbre suisse. Maintenant, dites-moi de quel ennui je peux vous délivrer et je le ferai sur toute mon âme. Le cœur du bon de l'honnête Waldine déborda de reconnaissance quand il vit qu'on voulait bien s'employer pour le servir. Il serra de nouveau la main de son associé et commença son récit par cette déclaration solennelle et pathétique qu'il n'était pas un imposteur. Puis il raconta tout à Vandal. C'est sans doute au sujet de tout ce que vous venez de m'apprendre qu'au moment où je suis entrée, vous envoyiez chercher Bintré. Après un court instant de réflexion. Ce n'était pas pour autre chose. Il a de l'expérience, fit Vandal, et c'est un homme plein de ruses. Je serais bien aise de connaître son opinion avant de vous donner la mienne. Mais vous le savez, mon cher Waldine, que je n'aime pas dissimuler ma pensée. Je vous dirai donc tout d'abord et très simplement que je ne vois pas cette aventure du même œil que vous. Quant à être un imposteur, mon cher Waldine, cela est tout bonnement absurde. Comment peut-on être capable d'une faute commise sans le savoir? Et qu'est-ce qu'un imposteur qui n'a pas consenti à l'imposture? Et quant à ce qui regarde votre fortune, ma fortune, répondit Waldine. Vous la devez à cette personne généreuse qui a cru que vous étiez son fils et qui vous a forcé de croire qu'elle était votre mère, puisqu'elle s'est faite connaître à vous sous ce nom. Êtes-vous sûr que le don de ces biens qu'elle vous a fait n'a pas pour cause le charme des rapports établis entre vous et qui ont fait la joie de ces derniers jours? Vous vous étiez par degrés attaché à elle. Et certes, elle ne s'était pas moins fortement attachée à vous. C'est donc bien à vous, Walter, à vous personnellement qu'elle a conféré en mourant tous ces avantages que vous reprocherez aujourd'hui sans raison d'avoir accepté. Point du tout, s'écria Waldine. Qu'elle ne me supposait point sur son cœur un droit naturel que je n'avais pas. Ceci, répliqua Vandal, j'en conviens. Je suis bien forcé pour vous être sincère. Mais pensez-vous que si durant les derniers 6 mois qui ont précédé sa mort, elle avait fait la découverte que vous venez de faire vous-même, l'impression de tant d'années heureuses auprès de vous, la tendresse qu'elle vous avouait, eussent été tout à coup effacée? Ah, dit Waldine, ce que je pense ne changera point la vérité des choses. Il n'en est pas moins vrai que je suis en possession d'un bien qui m'appartient pas. Peut-être est-il mort, lui, s'écria Vandal. Mais peut-être est-il vivant aussi, s'écria Waldine. Et s'il vit, ne l'ai-je pas innocemment, il est vrai, mais ne l'ai-je pas assez volé? Ne lui ai-je pas ravi d'abord tout heureux dont j'ai joué à sa place? Ne lui ai-je pas dérobé le bonheur exquis, ce ravissement céleste qui m'a rempli l'âme quand cette chère femme m'a dit « Je suis ta mère » ? Ne lui ai-je pas pris tous les soins qu'elle m'a prodigués? Ne l'ai-je pas privé du doux plaisir de faire son devoir envers elle et de lui rendre son dévouement et sa tendresse?
Ah, sous quel cieux, Georges Vandal, sous quel cieux vit-il à présent celui envers qui je suis si coupable? Qui le sait, murmura Georges. Qui me le dira? Qui me donnera quelques moyens de diriger mes recherches? Savez-vous bien que ces recherches, je dois commencer sans perdre un jour. Désormais, je vivrai les intérêts de ma part, je devrais dire sa part. Dans cette maison, le capital, je le replacerai pour lui. Il se peut, si je le retrouve, que je sois forcée de m'en remettre à sa générosité pour assurer mon avenir. Mais je lui rendrai tout. Je ferai cela, je le ferai aussi vrai que je l'ai aimée, honorée, elle, de tout mon cœur et de toutes mes forces. En même temps, il envoyait d'un baiser respectueux au portrait suspendu au-dessus de sa cheminée, puis il cacha sa tête dans les mains et se tut. Vandal se leva, vint s'asseoir auprès de lui, et lui mettant affectueusement la main sur l'épaule, lui dit doucement « Walter, je connaissais avant ce qui vous arrive, comme un parfait, honnête homme, à la conscience pure et au cœur droit. C'est un grand bonheur et un grand profit pour moi de côtoyer de si près dans la vie un compagnon qui vous ressemble et j'en remercie Dieu. Souvenez-vous que je vous appartiens, je suis votre main droite et vous ne pouvez compter sur moi jusqu'à la mort. Ne me jugez pas mal si je vous confesse que le sentiment que tout ceci est fait éprouver est encore bien confus. Vous pouvez même me le trouver ni délicat ni équitable. Mais je vous jure que si je me sens bien plus émue pour cette pauvre femme trompée et surtout pour vous-même, à qui cette révélation inattendue vient arracher les joies du souvenir, que pour cet homme inconnu, privé, sans le savoir des biens qu'il ignore, toutefois, vous avez bien fait d'envoyer quérir M. Bintrey. Son opinion sera sans doute, en bien des points semblables à la mienne. Walter, n'agissez pas avec trop de précipitation. Dans une affaire si sérieuse, gardons scrupuleusement ce secret entre nous. Les bruiter à la légère serait vous exposer à des réclamations frauduleuses. Les faux témoignages et les manœuvres des intrigants ne nous manqueraient point. Cela dit, Waldine, j'ai encore à vous rappeler autre chose. C'est que lorsque vous m'avez cédé une part dans vos affaires, c'était pour vous affranchir d'une trop lourde besogne que votre présent état de santé ne vous permettait plus de remplir. Cette part, je l'ai achetée pour travailler même à votre place. Walter, c'est ce que je ferai. Là-dessus, Georges Vandal donna lentement l'accolade à son associé, descendit dans le bureau et presque aussitôt après, sortit pour se rendre au logis de Jules Obenreizer. Comme il entrait dans Soho Square, en se dirigeant vers le côté nord de la place, son teint brunit au soleil, se colora tout à coup. Cette rougeur soudaine, Waldine, s'il était né observateur ou s'il n'avait pas été si fortement occupé de ses propres chagrins, aurait pu la remarquer sur le visage de son associé, à un moment auparavant, tandis que celui-ci lisait à haute voix la lettre datée de Neuchâtel. Waldine aurait pu également observer que Vandal ne lisait pas avec la même netteté tous les passages de cette lettre. Il y avait à Soho Square, le district le plus plat de Londres, une curieuse colonie de montagnards. Des horloges suisses, des boîtes à musique, des sculptures de bois, des jouets de Suisse s'étalaient à la porte des magasins. On ne voyait aux alentours que des Suisses professeurs d'harmonie, de peinture et de langue, des commissionnaires suisses, des domestiques suisses, placés ou sans place, des blanchisseuses suisses. Partout des Suisses considérés, des Suisses déconsidérés, d'honnêtes, de la canaille, toutes ces Suisses vivantes étaient attirées par la présence autour de Soho d'une foule de restaurants, de cafés et d'hôtels suisses où l'on mangeait et buvait des boissons suisses. Un temple suisse s'élevait en ce lieu où l'on célébrait le dimanche l'office suisse et les écoles, où l'on envoyait la semaine des enfants suisses. Un temple suisse s'élevait. L'élément suisse débordait, envahissait tout. Il n'était point jusqu'aux tavernes anglaises qui n'affichaient pas à leurs portes des liqueurs suisses. Et des querelles de Suisses qui valent bien des querelles d'Allemands s'élevaient chaque soir à grand bruit dans les cafés et les restaurants. Aussi, le nouvel associé de Waldine & Co., lorsqu'il lui tirait la sonnette au coin d'une porte, on lisait cette inscription « Obenreizer ». Et que cette porte se fût ouverte, se trouva soudain en plein Helvétie. Un poêle blanc de faïence remplaçait la cheminée dans la pièce où l'on introduit et le parquet fut d'une mosaïque
était une mosaïque formée de bois grossier, de toutes les couleurs. La chambre était rustique, froide et propre. Le petit carré de tapis placé devant le canapé, le dessus en velours de la cheminée avec son énorme pendule et ses vases qui contenaient de gros bouquets de fleurs artificielles, contrastait pourtant avec un peu le reste de l'ameublement. L'aspect général de la chambre était celui d'une laiterie transformée en un salon. Vandal était là depuis un moment, lorsqu'on toucha au coude. Ce contact le fit tressaillir. Il se retourna vivement et il vit Obenreizer, qui le salua en très bon anglais et peine estropié. « Comment vous vous portez ? Je suis content de vous voir. »« Je vous demande pardon, dit Vandal, je ne vous avais pas entendu. »« Pas d'excuse, s'écria le Suisse. Asseyez-vous, je vous en prie. » Il consentit enfin à lâcher les deux bras de son visiteur qu'il avait jusque-là retenu par les coudes. C'était sa coutume que d'embrasser ainsi les coudes des gens qu'il aimait, et il s'assit à son tour en disant à Vandal : « Vous allez bien, j'en suis aise. » En même temps, il lui reprit les coudes, étrange manie. « Je ne sais pas, dit Vandal, si vous avez déjà entendu parler de moi dans votre maison de Neuchâtel. »« Oui. En même temps que de Wilding ? » ?»« Certainement. N'est-il pas singulier que je vienne aujourd'hui pour vous trouver dans Londres comme représentant de la maison Wilding & Co. pour vous présenter mes respects ? » ?»« Pourquoi serait-ce singulier, répartit Obenreizer. Que vous disais-je toujours autrefois quand nous étions dans les montagnes ? Elle nous paraissait immense, mais le monde est petit, et si petit qu'on ne peut jamais y vivre longtemps. Le monde est si petit que nous pouvons nous débarrasser de ce qui nous gêne. Ce n'est pas qu'on puisse jamais désirer de se débarrasser de vous. J'espère que non, monsieur Obenreizer. Je vous en prie, dans votre pays, appelez-moi Mister. Je ne me fais jamais nommer autrement que par amour de l'Angleterre. Ah, ne suis-je anglais, mais je suis montagnard, et vous ? Bien que descendant d'une famille distinguée, vous avez consenti à vous mettre dans le commerce. Mais pardon, est-ce que je m'exprime bien ? Les vins, cher monsieur, les vins. En Angleterre, est-ce un commerce, une profession ? Sûrement, ce n'est pas un art. Monsieur Obenreizer, reprit Vandal, embarrassé. J'étais un jeune garçon bien neuf, à peine majeur, quand j'ai eu pour la première fois le plaisir de voyager. Et avec mademoiselle, votre nièce, qui se porte bien. Très bien. Nous courûmes ensemble quelques petits dangers dans les glaciers, et si à cette époque, avec une vanité d'enfant, je vantais quelque peu ma famille, j'espère ne l'avoir qu'autant que cela était nécessaire pour me présenter à vous sous des couleurs plus avantageuses. C'était une politesse et une chose de mauvais goût. Mais vous n'ignorez pas le proverbe anglais, vivre et s'instruire. Vous attachez bien de l'importance à tout cela, dit le Suisse. Que diable, c'est une bonne famille que la vôtre. Le rire de Georges Vandal trahit un peu de contrainte. J'étais très attachée à mes parents. Cependant, quand nous avons voyagé ensemble, monsieur Obenreizer, je commençais à jouir de ce que mon père et ma mère m'avaient laissé. J'en avais la tête un peu troublée parce que j'étais jeune. J'espère donc avoir alors montré plus d'enfantillage et d'étourderie que d'orgueil. Rien que la franchise, de cœur et de langage, un point d'orgueil, s'écria Obenreizer. Vous employez de trop grands mots contre vous-même. D'ailleurs, c'est moi qui vous ai amené le premier à me parler de votre famille. Vous souvenez-il de cette soirée, de cette promenade sur le lac où les pics neigeux venaient de réfléchir, comme dans un miroir ? Par tous les roches et les forêts de sapins qui me ramenaient à mon enfance, dont je fis un tableau rapide. Rappelez-vous que je vous peignis notre misérable cahute, près d'une cascade que ma mère montrait aux voyageurs, l'étable où je dormais auprès de la vache, mon frère idiot assis devant la porte et courant en passant pour leur demander l'aumône, ma sœur, toujours filant et balançant son énorme goitre, et moi-même, une pauvre petite créature affamée, battue du matin au soir. J'étais l'unique enfant du second mariage de mon père, si toutefois il y avait eu un mariage. Après cela, quoi de plus naturel de votre part que de comparer vos souvenirs aux miens et de me dire « Nous sommes du même âge, et en ce même temps où vous vous battez, moi j'étais assis dans votre voiture, dans la voiture de mon père, sur les genoux de ma mère chérie, roulant à travers les opulentes rues de Londres, entourée de luxe et de tendresse.
Voilà quel fut le commencement de ma vie. Obenreizer était un jeune homme aux cheveux noirs, au teint chaud et dont la peau basanée n'avait jamais brillé d'aucune rougeur. Les émotions qui auraient empourpré la joue d'un autre homme n'amenaient à la sienne qu'un léger battement, à peine visible, comme si la machine qui faisait couler et monter le sang ne mettait en mouvement dans les veines de ce jeune homme qu'un flot à demi desséché. Obenreizer était fortement construit, bien proportionné, avec des beaux traits. Il eût certainement suffi d'en changer presque imperceptiblement la disposition pour les amener à une harmonie qui leur manquait. Mais il aurait été bien difficile de déterminer au juste quel changement il eût fallu faire. Tout d'abord, on aurait souhaité à Obenreizer des lèvres moins épaisses, un cou moins massif. Mais ses lèvres et ce cou passaient encore. Ce qu'il avait de moins agréable dans son visage, c'était ses yeux toujours couverts d'un nuage indéfinissable, évidemment entendu là, par un effort de sa volonté. Son regard demeurait aussi impénétrable à tout le monde, et ce brouillard éternel lui donnait un air fatigant d'attention, qui ne s'adressait pas seulement à la personne qui l'écoutait parler, mais au monde entier. À lui-même et à ses propres pensées, celles du moment et celles qui allaient naître. C'était comme une sorte de vigilance inquiète, soupçonneuse, qu'il exerçait en lui, autour de lui, et qui ne se laissait jamais. À ce moment de la conversation, Obenreizer tira son voile sur ses yeux. Le but de ma visite actuelle, dit Vandal, il est vraiment superflu de vous le dire. Et je vous assurais de la bonne amitié de Wilding & Co., de la solidité de votre crédit sur nous, ainsi que notre désir de pouvoir vous être utile. Nous espérons avant peu vous offrir une cordiale hospitalité. Pour les moments et les choses ne sont pas tout à fait en ordre chez nous. Wilding s'occupe à réorganiser la partie domestique de notre maison. Il est d'ailleurs empêché par quelques affaires personnelles. Je ne crois pas que vous connaissiez Wilding. Je ne le connais pas. Il faudra donc faire sa connaissance. Wilding en sera charmé. Je ne crois pas que vous soyez établi à Londres depuis bien longtemps, monsieur Obenreizer. C'est tout récemment que j'ai installé cette agence. Mademoiselle, votre nièce n'est-elle pas mariée ? Non, elle n'est pas mariée. George Vandal jeta un œil autour de lui, comme pour y découvrir quelques traces de la présence de la jeune fille. « Est-ce qu'elle vous a accompagné à Londres ?» demanda-t-il. « Elle est à Londres. »« Quand est-ce que je pourrais avoir l'honneur de me rappeler à son souvenir ?» Obenreizer chassa un nuage et prit de nouveau son visiteur par les coudes. « Montons, lui dit-il. » Un peu effarouché par la soudaineté d'une entrevue qu'il avait fortement souhaitée dans toute son âme, George Vandal suivit Obenreizer dans l'escalier. Dans une pièce de l'étage supérieur, la jeune fille était assise auprès de l'une des 3 fenêtres. Et il y avait aussi une autre dame plus âgée, le visage tourné vers le poêle, bien qu'il ne fût pas allumé, car c'était la belle saison. La respectable matrone nettoyait les gants. La jeune fille brodait. Elle avait un luxe inouï de superbes cheveux blonds gracieusement nattés, le front blanc et rond comme les Suissesses. Son visage était aussi bien plus rond qu'un visage anglais ordinaire. Sa peau était d'une étonnante pureté et l'éclat de ses beaux yeux bleus rappelait le ciel éblouissant des pays de montagne. Bien qu'elle fût vêtue à la mode anglaise, elle portait encore un certain corsage, des bas à coins rouges et des souliers à boucles d'argent qui venaient de Suisse en droiture. Quant à la vieille dame, les pieds écartés, appuyés sur le triangle du poêle, elle nettoyait et frottait ses gants avec une ardeur extraordinaire. Et certainement, elle n'avait rien, absolument rien de britannique. C'était bien la Suisse elle-même, la Suisse vivante, la vieille Suisse. Son dos avait la forme et la largeur d'un gros coussin. Ses respectables jambes étaient 2 montagnes. Elle portait au cou et sur la poitrine un fichu de velours vert qui retenait tant bien que mal les richesses de son embonpoint. De grands pendants d'oreilles en cuivre doré sur sa tête, un voile en gaze noire étendu d'un treillis de fer. « Mademoiselle Marguerite, dit Obenreizer à sa nièce, vous rappelez-vous de ce gentleman ? Je crois, dit-elle, en se levant un peu confuse. Je crois que c'est monsieur Vandal ? Je crois en effet que c'est lui, fit Obenreizer d'une voix dure. Permettez-moi, monsieur Vandal, de vous présenter à Madame Dor. La vieille dame, qui avait passé un de ses gants dans sa main gauche, se leva,
regarda par-dessus ses larges épaules, se laissa tomber sur sa chaise et se remit à frotter. « Madame Dor, dit Obenreizer en souriant, est assez bonne pour veiller ici aux déchirures et aux taches. Madame Dor vient en aide à mon désordre et à ma négligence. C'est elle qui me tient propre et parée. » Au même instant, Madame Dor, ayant levé les yeux, aperçut une tache sur Obenreizer qui se mit à le frotter violemment. Georges Vandal prit place auprès d'elle, auprès du métier à broder de Mademoiselle Marguerite. Il jeta un regard furtif sur la voie d'or qui plongeait dans le corsage de la jeune fille. Il rendait mentalement à Marguerite l'hommage du pèlerin, lorsqu'un long voyage, il arrive enfin devant le sein et devant l'autel. Obenreizer s'assit à son tour au milieu de la chambre. Les pouces et les poches de son gilet, il devenait nuageux, Obenreizer. « Savez-vous, mademoiselle, que votre oncle me disait à l'instant, commença Vandal, que le monde est si petit que les anciennes connaissances s'y retrouvent toujours, qu'on ne peut s'éviter. Pour moi, le monde me semblait trop vaste depuis que je vous ai vu pour la dernière fois. Avez-vous beaucoup voyagé depuis quelque temps demanda Marguerite. Êtes-vous allé bien loin? Pas très loin. Je n'ai fait qu'aller chaque année en Suisse. J'ai souhaité bien des fois que ce tout petit monde fût encore plus petit afin de pouvoir rencontrer plus tôt d'anciens compagnons. La jolie Marguerite rougit et lança d'un coup d'œil du côté de Madame Dor. « Mais vous nous avez retrouvés à la fin, monsieur Vandal, murmura-t-elle. Est-ce pour nous quitter de nouveau ?»« Je ne crois pas. La coïncidence étrange qui m'a permis de vous revoir m'encourage à espérer qu'il n'en sera rien. » Quelle est cette coïncidence? Cette simple phrase, dite avec l'accent du pays et certains tons émus et curieux, parut bien séduisante à Georges Vandal. Mais au même instant, il surprit un nouveau regard furtif de Marguerite à l'adresse de Madame Dor. Ce regard, bien que rapide comme l'éclair, l'inquiéta, et il se mit à observer la vieille dame. « Le hasard a voulu, dit-il, que je devinsse l'associé d'une maison de commerce de Londres, à laquelle M. Obenreizer a été recommandé aujourd'hui même par une maison de commerce suisse où nous avons des intérêts communs. Ne vous en a-t-il rien dit ?»« Ma foi non, » s'écria Obenreizer rentrant dans la conversation et cette fois sans son nuage. « Je m'en serais bien gardé. Le monde est si petit, si monotone qu'il vaut mieux toujours laisser aux gens le plaisir bien rare d'une surprise. C'est une agréable chose qu'une surprise sur notre petit bonhomme de chemin. Tout cela est arrivé, comme je vous le dis, monsieur Vandal, mademoiselle Marguerite. Monsieur Vandal, qui est d'une famille si distinguée et si fière d'origine, n'a point dédaigné le commerce. Vraiment, il fait du commerce, tout comme nous autres, pauvres paysans sortis des bas-fonds de la pauvreté. Après tout, c'est flatteur pour le commerce, reprit Obenreizer. Les hommes, comme monsieur Vandal, ne peuvent que l'anoblir. Ce qui fait malheur du commerce et sa vulgarité, c'est que les gens de rien, nous autres par exemple, pauvres paysans, nous puissions y adonner et par lui arriver à tout. Voyez-vous, mon cher Vandal, le père de mademoiselle Marguerite, l'aîné de mes frères du premier lit, qui aurait plus du double de mon âge s'il vivait, partit de nos montagnes en haillons, sans souliers, et il se trouva d'abord bien heureux d'être nourri avec les chiens et les mules dans une auberge de la vallée. Je vais m'arrêter là pour cette émission. Retrouvez-moi dans la prochaine émission pour poursuivre cette histoire. Et je souhaite une très bonne nuit à ceux qui se couchent et une très bonne journée à ceux qui se lèvent.